Depuis des décennies, un aspect profondément controversé du phénomène des enlèvements demeure rarement abordé. Non pas parce qu'il serait inexistant, mais parce que ses implications sont trop dérangeantes. Certaines femmes, après avoir vécu une expérience qu'elles décrivent comme une abduction, rapportent un événement médical inattendu. Quelques semaines seulement après leur retour, des examens révèlent la présence d'une vie en développement. Parfois, ces femmes affirment pourtant ne pas avoir eu de relation pouvant expliquer cette situation. Dans d'autres cas, ce qui avait été confirmé médicalement disparaît soudainement, sans intervention, sans explication, laissant derrière lui des dossiers incomplets et des témoins profondément marqués. Ce phénomène documenté dans différents pays a été étudié par des médecins, des psychologues et des chercheurs, dont certains ont d'abord cherché des explications conventionnelles. Mais malgré les tentatives de rationalisation, des zones d'ombre persistent et tout porte à croire que ces expériences sont bien réelles. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de marques physiques, d'implants et de souvenirs fragmentés. Mais si ces expériences ne se limitaient pas à une simple observation, si elles impliquaient une interaction beaucoup plus directe et beaucoup plus intime, que se passe-t-il réellement pendant ces heures manquantes? Pourquoi ces transformations surviennent-elles précisément après ces rencontres? Et surtout, qui ou quoi pourrait en être à l'origine? Depuis plusieurs décennies, cet aspect particulièrement dérangeant du phénomène des enlèvements extraterrestres revient avec une régularité troublante dans les témoignages recueillis à travers le monde. Celui de grossesses inexpliquées, soudaines, mais toujours interrompues sans cause apparente, et souvent associées à des expériences que les témoins décrivent comme des rencontres avec des intelligences non humaines. Ce sujet, longtemps relégué aux marges du discours public, constitue pourtant une composante primordiale de nombreux récits. Aussi étrange que cela puisse paraître pour les néophytes du phénomène, ces événements occupent une place importante et persistante dans les témoignages, et lorsqu'on s'y penche réellement, il devient difficile d'ignorer leur cohérence interne et la profondeur des expériences rapportées. Allons en Sardaigne, une île ancienne, battue par les vents de la Méditerranée où certaines nuits semblent plus silencieuses que partout ailleurs. C'est là, dans une région rurale isolée, que Giovanna Poda est née. Elle n'avait que 4 ou 5 ans lorsque les premières nuits étranges ont commencé. Elle se réveillait soudainement, immobile. Pas simplement paralysée par la peur, mais incapable de bouger le moindre muscle. La chambre était alors plongée dans l'obscurité, et pourtant, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Près de son lit, elle distinguait parfois des formes, des silhouettes minces, immobiles, l'observant. Elle voulait crier, elle voulait appeler ses parents, mais aucun son ne sortait. Pourquoi une enfant en parfaite santé se réveillait-elle ainsi, figée, consciente, mais incapable d'agir? Était-ce seulement des cauchemars, des rêveries ou des étourderies d'enfants? Ou quelque chose d'autre? Quelque chose qui venait la nuit, sans laisser de traces? À l'époque, personne ne se doutait que ce n'était que le début. En grandissant, les nuits étranges ne disparurent jamais. Elles changèrent. Parfois, Giovanna s'endormait dans son lit et se réveillait ailleurs, dans la maison, sans souvenir du trajet, sans souvenir du moment où elle s'était levée. Peut-être était-elle simplement somnambule? Comment son corps avait-il pu se déplacer sans que son esprit ne s'en souvienne? Puis, vers les marques.
de petites incisions, des points précis sous la peau, apparurent pendant la nuit. Certaines nuits, elle se réveillait avec du sang séché sous le nez. D'autres fois, avec la sensation qu'il lui manquait des heures entières. Et que s'était-il passé pendant ce temps manquant? Et dans ses rêves, si ce n'était vraiment que des rêves, elle se trouvait dans un lieu baigné d'une lumière blanche, un espace sans fenêtre, sans mur visible. Autour d'elle, des êtres silencieux. Grands, minces, le regard fixe. Elle avait l'impression qu'il l'observait, qu'il l'étudiait. Mais pourquoi elle? Avec les années, les expériences devinrent plus physiques, plus réelles. À plusieurs reprises, Giovanna se réveilla avec des douleurs profondes dans l'abdomen. Pas une douleur ordinaire, une douleur précise, comme après une intervention. Les jours suivants, son corps changeait. Au fil des années, un aspect encore plus troublant apparut dans le récit de Giovanna. À plusieurs reprises, elle affirma que son corps présentait des signes clairs qu'elle associait à un début de grossesse. Son cycle s'interrompait. Des nausées apparaissaient chaque matin. Sa poitrine devenait douloureuse et une fatigue profonde l'envahissait. Dans certains cas, des examens médicaux semblaient confirmer qu'un processus avait bel et bien commencé. Et chaque fois, le même scénario survenait. Une nuit marquée par une présence, une lumière intense, la sensation d'être immobilisé, incapable de résister, puis le noir. Au réveil, quelque chose était différent. Les symptômes disparaissaient brusquement, comme si le processus avait été interrompu en quelques heures. Lors des consultations suivantes, les médecins ne trouvaient plus aucune trace de ce qui avait pourtant semblé réel quelques jours auparavant. Comment une grossesse pouvait-elle commencer, puis disparaître ainsi, sans explication? Giovanna en vint à se demander si ces enlèvements nocturnes n'étaient pas liés directement à ces interruptions soudaines, comme si quelque chose venait reprendre ce qui avait déjà été initié. Pourquoi ces symptômes apparaissaient-ils sans cause médicale claire? Pourquoi revenaient-ils encore et encore? Dans certains souvenirs fragmentés, elle voyait des lumières intenses, des surfaces métalliques, des instruments inconnus, et toujours ces présences silencieuses. Aucune parole, aucun son, mais une impression indéniable, celle d'être observé avec un objectif précis. Des années plus tard, un examen médical révéla quelque chose d'inattendu. Sur les images du scanner, une petite structure apparaissait dans sa tête, une forme inhabituelle. Les médecins parlèrent d'une anomalie bénigne, une simple calcification. Mais Giovanna ne pouvait ignorer ce qu'elle ressentait depuis des années. Ces pressions soudaines dans son crâne, ces bourdonnements, ces douleurs sans cause apparente. Et si ce n'était pas simplement une anomalie? Et si quelque chose était placé là, sans qu'elle en ait conscience? Dans ses souvenirs les plus clairs, Giovanna décrit des endroits qui ne ressemblaient à rien de connu. Des pièces blanches, sans coin, sans angle. Une lumière présente, mais sans source. Des tables froides. Et ces êtres, ils ne partaient pas. Pourtant, elle comprenait leur intention, comme si la communication se faisait autrement, directement, sans mots. Ces expériences, selon elle, se seraient répétées pendant plus de 30 ans. Pourquoi une seule personne vivrait-elle cela pendant si longtemps? Était-elle choisie? Était-elle simplement observée? Ou ces êtres avaient-ils un dessein précis pour cette jeune femme? En 2009, Giovanni décida de raconter son histoire publiquement. Devant des millions de téléspectateurs italiens, elle décrivit ce qu'elle avait vécu. Les nuits, les marques, les souvenirs fragmentés, les examens médicaux. Certains l'ont cru, d'autres ont parlé de paralysie du sommeil, d'hallucinations, de phénomènes psychologiques bien connus.
Mais une question demeurait. Comment expliquer les marques physiques, les souvenirs cohérents et plusieurs décennies et surtout la constante de ces expériences? Avec le temps, les événements se firent plus rares, presque inexistants, comme si quelque chose avait terminé ce qu'il avait commencé. Aujourd'hui, Giovanna vit avec les souvenirs et une question qu'elle n'a jamais pu résoudre, pourquoi elle? Pourquoi pendant plus de 30 ans, quelqu'un ou quelque chose serait venu la chercher dans le silence de la nuit sans jamais révéler son véritable objectif? Pour Giovanna ou pour des milliers d'autres, tout commence souvent de manière anodine. Une nuit ordinaire, un réveil soudain, une sensation inhabituelle. Certaines femmes racontent s'être réveillées incapables de bouger, conscientes de leur environnement, mais privées de tout contrôle sur leur corps. Une lumière diffuse, parfois décrite comme blanche, parfois bleutée, remplit la pièce. Puis un vide, un silence, et le souvenir s'interrompt. Les jours ou les semaines qui suivent, des changements physiques apparaissent. L'absence de menstruation, une fatigue inhabituelle, des nausées matinales, une sensibilité corporelle accrue. Pour certaines, ces symptômes évoquent clairement le début d'une grossesse. Pourtant, dans plusieurs récits, cette grossesse n'a jamais été confirmée par un test médical formel. Elle existe d'abord comme une certitude intime, une transformation subtile mais réelle du corps. Puis, aussi soudainement qu'elle est apparue, la grossesse semble disparaître et semble s'arrêter. Certaines femmes racontent s'être réveillées avec la sensation nette qu'un processus en cours avait été interrompu. Leur corps revient à son état normal. Les symptômes cessent, les cycles reprennent. Aucun événement traumatique identifiable, aucune douleur intense, aucune explication évidente. Lorsqu'elle consulte un médecin, il n'y a parfois aucune trace ou seulement des indices ambigus qui ne permettent aucune conclusion définitive. Ce qui rend ces récits encore plus troublants, ce sont les souvenirs fragmentaires qui les accompagnent. Beaucoup de femmes, qui ne se sont jamais parlé entre elles, racontent les mêmes expériences. Elles décrivent des environnements inconnus, des pièces aux parois lisses, sans angle visible, éclairées par une lumière uniforme qui semble provenir de partout à la fois. Il n'y a ni lampe, ni source visible, ni ombre. Le silence est total. Autour d'elle, des silhouettes, minces, calmes, observatrices. Les témoins décrivent souvent une communication qui ne se passe pas par des mots, mais par des impressions directes, par la télépathie, par des pensées qui semblent apparaître sans avoir été formulées. Une sensation d'être examinée, étudiée. Parfois, elle rapporte des processus centrés sur l'abdomen, accompagnés d'une étrange absence de douleur, comme si le corps avait été temporairement séparé de la sensation. Ces récits ne sont pas isolés. Ils ont été rapportés par des femmes de cultures différentes, de pays différents, qui ne se connaissent pas entre elles et n'ont aucun lien apparent. Pourtant, leurs descriptions présentent des similitudes frappantes. Les mêmes environnements, les mêmes sensations, les mêmes séquences, comme s'il s'agissait d'un protocole. La rencontre, la transformation, puis la disparition. Après ce qu'elles interprètent comme une grossesse inexplicable, souvent précédée d'un enlèvement, d'examens médicaux inhabituels et de sensations physiques réelles, elles affirment que cette grossesse semble s'interrompre brusquement, sans explication médicale claire. Puis, des mois, voire des années plus tard, plusieurs disent avoir été emmenés à nouveau. Dans ces récits, l'environnement est silencieux, baigné de la même lumière diffuse. Là, on leur présenterait un être qu'elles reconnaissent immédiatement.
non pas par son apparence, mais par un sentiment profond et instinctif. Cet enfant aurait l'âge exact qu'aurait eu celui qu'elle pense avoir porté et perdu. Sa silhouette rappelle celle d'un humain, mais certains détails comme la forme des yeux, la fragilité du corps et l'intensité du regard suggèrent un être d'un autre monde. Plusieurs témoins racontent qu'on les encourage à s'approcher, parfois même à le toucher, comme si leur présence était nécessaire. Pourquoi leur montrer cet être? Cherche-t-il à créer ou à garder un lien? À démontrer le résultat? Ou à préparer quelque chose de plus vaste dont nous ne percevons encore que les fragments? Dans de nombreux récits d'enlèvement, un élément revient avec une constance troublante. Cette fameuse présence d'enfants. Des enfants décrits comme différents, souvent silencieux, parfois fragiles, ayant l'âge de ceux qu'auraient dû avoir ceux qui ont été perdus durant les grossesses inexpliquées. Ces êtres sont identifiés par les témoins comme étant des hybrides. Mais comme nous venons de le voir, ces récits ne se limitent pas à une simple observation. Très souvent, les femmes racontent qu'on leur demande explicitement d'interagir avec les enfants. On les invite à les prendre dans leurs bras, à les toucher, à établir un contact physique direct. Ce détail, en apparence secondaire, pourrait en réalité être l'un des aspects les plus significatifs du phénomène. Dans notre compréhension humaine du développement de l'enfant, le toucher et le lien émotionnel avec la mère jouent un rôle fondamental. Dans les premières heures de sa vie, le contact peau à peau est essentiel. Il régule le rythme cardiaque, stabilise la respiration, favorise le développement neurologique et renforce l'attachement. Ce lien n'est pas simplement affectif, il est biologique. Il façonne littéralement la structure du cerveau et la manière dont l'enfant interagira avec le monde. Alors, que se passerait-il si ces enfants décrits dans les témoignages, ces supposés hybrides, partageaient certains de ces besoins fondamentaux? Même s'ils ne sont pas entièrement humains, il est possible qu'ils possèdent une part de biologie humaine suffisante pour nécessiter ce type de contact. Une part qui les rendrait dépendants au lien maternel, non seulement pour survivre, mais pour se développer correctement. Cela pourrait expliquer pourquoi les enlèvements semblent parfois se répéter chez les mêmes individus. Pourquoi certaines femmes rapportent être ramenées encore et encore, confrontées à ces mêmes enfants dans des contextes similaires? Ce ne serait pas simplement une expérience isolée, mais un processus, une forme de suivi, comme si ces entités cherchaient à établir, à maintenir, voire même renforcer un lien entre la mère et l'enfant. Dans cette hypothèse, le rôle de la mère prend une dimension nouvelle. Elle ne serait pas seulement une source biologique, mais une composante essentielle du développement de l'enfant hybride. Le contact physique, la présence, peut-être même l'émotion, deviendraient des éléments nécessaires à la viabilité de ces êtres. Certains témoins décrivent d'ailleurs des réactions émotionnelles intenses lors de ces rencontres. Un mélange de confusion, de peur, mais aussi parfois un sentiment inexplicable de connexion avec l'enfant. Comme si, malgré le contexte étrange, quelque chose de profondément instinctif se manifestait. Une reconnaissance, un lien, un attachement. Si l'on considère cette possibilité, les enlèvements répétitifs pourraient alors être interprétés sous un angle différent. Non pas uniquement comme des expériences d'observation ou d'expérimentation, mais comme une tentative de reproduction d'un processus naturel, celui du lien mère-enfant. Un lien que même une intelligence non humaine ne pourrait ignorer ni recréer.
si elle cherchait à créer ou à élever une forme de vie partiellement humaine. Bien sûr, cette hypothèse soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, mais elle met en lumière un aspect souvent négligé de ces récits, la dimension émotionnelle et biologique du contact. Et si, au cœur de ces expériences, se trouvait non seulement une technologie avancée ou une intelligence étrangère, mais quelque chose de profondément universel. Le besoin fondamental d'un enfant d'être tenu dans les bras de sa mère pour se développer normalement. Pourquoi ces expériences semblent-elles se concentrer sur la biologie humaine et plus précisément sur la reproduction? Pourquoi ces récits évoquent-ils si souvent des interventions liées au système reproducteur humain? S'agit-il simplement d'une projection symbolique de peur humaine profonde? Ou ces témoignages décrivent-ils une réalité encore incomprise? La science moderne reconnaît l'existence de phénomènes pouvant imiter certains aspects de ces expériences. Les grossesses précoces interrompues, parfois appelées grossesses chimiques, peuvent survenir et disparaître avant même d'être confirmées. Les variations hormonales peuvent produire des symptômes similaires. Une paralysie du sommeil peut également créer des sensations de présence, d'immobilité et d'observation intense. L'esprit humain, dans certains états, peut générer des expériences d'un réalisme saisissant. Mais ces explications suffisent-elles à rendre compte de la totalité des témoignages et de la cohérence de ceux-ci? Comment expliquer la récurrence des motifs, la précision de certains détails ou le sentiment durable laissé chez les témoins qu'ils ont vécu quelque chose qui dépasse le simple rêve? Pourquoi certaines personnes rapportent-elles des marques physiques inhabituelles, de minuscules cicatrices ou des traces apparaissant sans cause connue, précisément après ces expériences? Et surtout, pourquoi ces récits semblent-ils suivre une certaine logique? Au fil des décennies, un schéma semble émerger dans de nombreux témoignages. Un premier contact, suivi d'interactions répétées au cours de la vie d'un individu. Certains témoins affirment avoir vécu ces expériences depuis l'enfance, comme s'ils avaient été identifiés très tôt et suivis. D'autres rapportent que ces événements se produisent à des moments précis de leur vie, souvent en lien avec leur maturité biologique et sexuelle. Un aspect particulièrement troublant, et pourtant rarement abordé en profondeur, concerne le caractère apparemment intergénérationnel de ces expériences. Dans de nombreux témoignages recueillis au fil des décennies, les personnes affirmant avoir vécu un enlèvement découvrent, parfois bien plus tard, que d'autres membres de leur famille ont rapporté des événements similaires. Une mère confie avoir vu, étant enfant, la lumière immobile au-dessus de sa maison et s'être réveillée à l'aube sans souvenir de la nuit. Des années plus tard, sa fille décrit avec des mots différents, mais une émotion identique, la présence silencieuse d'une lueur derrière la fenêtre de sa chambre. Le grand-père évoque presque à voix basse un épisode survenu dans les années 50, qu'il avait toujours gardé pour lui, persuadé que personne ne le croirait. Ce n'est qu'en entendant les récits de ses petits-enfants qu'il réalise la troublante similarité des détails. Ces correspondances ne concernent pas seulement des impressions vagues, mais parfois des éléments précis, des heures manquantes, des rêves d'une intensité inhabituelle, la sensation d'être observé ou encore des marques inexpliquées apparaissant au réveil. Certains chercheurs indépendants ont noté que ces récits semblent se transmettre comme une empreinte invisible touchant successivement plusieurs générations, comme si une même lignée était revisitée à intervalles réguliers. Pourquoi une famille plutôt qu'une autre? S'agit-il d'une simple transmission culturelle, d'un conditionnement psychologique, ou de quelque chose de plus profond, échappant encore à notre compréhension?
Ceux qui vivent ces expériences décrivent souvent le sentiment que leur histoire ne commence pas avec eux, mais bien avant leur naissance. Comme si, dans l'ombre du temps, quelque chose observait, attendait et revenait encore et encore auprès des mêmes visages devenus nouveaux. Si ces récits sont pris au sérieux, une hypothèse inquiétante apparaît, celle d'un programme systématique, silencieux, dont le but ne serait pas simplement l'observation, mais plutôt l'intervention, l'étude et peut-être même la modification génétique. Dans ce contexte, les grossesses inexpliquées et leur disparition prennent une signification profondément troublante. Serait-il possible que quelque chose soit prélevé? Serait-il possible que ces événements s'inscrivent dans un processus plus vaste, s'étendant sur plusieurs générations? Certains témoins affirment avoir eu l'impression que ce qui leur arrivait n'était pas improvisé, mais bien planifié. Comme si chaque interaction faisait partie d'une séquence plus longue, dont ils ne percevaient qu'un fragment. Ils décrivent un sentiment persistant d'être observés, non pas avec une hostilité, mais avec une intention froide, méthodique, détachée de toute émotion humaine. Si ces entités existent vraiment, que cherchent-elles réellement? Pourquoi s'intéressent-elles à la reproduction humaine? Cherchent-elles à comprendre notre biologie? À la préserver? Ou même à la transformer? Et si ces expériences, aussi dérangeantes soient-elles, représentaient les premiers indices d'un agenda qui dépasse notre compréhension actuelle? L'idée la plus inquiétante, évoquée dans de nombreux témoignages, est celle de l'hybridation. Non pas une hybridation visible, spectaculaire, mais progressive, silencieuse, étape par étape. Une intégration lente, presque imperceptible. Si tel est le cas, depuis combien de temps ce processus serait-il en cours? Des décennies? Des siècles? Ou plus longtemps encore? Mais surtout, dans quel but? Créer un espace capable d'exister dans deux réalités différentes? Adapter l'humanité à un environnement futur? Ou simplement assurer la survie d'une intelligence dont nous ignorons tout? Pour ceux qui n'ont jamais exploré ces récits, ces idées peuvent sembler impossibles, voire absurdes. Pourtant, pour ceux qui ont pris le temps d'écouter les témoins, de comparer les récits, de noter les similitudes, une conclusion troublante s'impose. Ces expériences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou autres choses encore, ont profondément marqué ceux qui les ont vécues. La science n'a pas confirmé leur origine extraterrestre. Mais elle n'a pas non plus apporté de réponse définitive à toutes les questions qu'elle soulève. Dans l'obscurité de ces témoignages, une possibilité demeure. Que ces événements soient le produit de l'esprit humain ou les premiers signes d'une interaction réelle avec une intelligence inconnue. Le phénomène intrigue et fascine. Et si ces grossesses inexpliquées, ces disparitions silencieuses, ces souvenirs fragmentés n'étaient pas des anomalies isolées, mais les traces d'un processus plus vaste, un processus discret, ancien et toujours en cours? Si tel est le cas, alors la question la plus vertigineuse n'est peut-être pas de savoir si cela se produit, mais de savoir depuis combien de temps et dans quel but.